Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop. Moi, c'est Philippe. Aujourd'hui, c'est une première. C'est la première émission que je vais lancer sur la chaîne. J'espère que ce sera une émission qui sera mensuelle. Et cette émission, je l'ai appelée Sous le réservoir. Pourquoi sous le réservoir? Parce qu'en fait, sous le réservoir, tu sais que sur nos motos, on n'aime pas tellement démonter les réservoirs. Si on peut éviter de le faire, on le fait. Il y a toujours pas mal de fils, de machins, de trucs, de problèmes qu'on peut rencontrer dessous. Puis c'est pour faire des trucs qui sont pas très joyeux, comme les soupapes, les bougies, et ainsi de suite. Donc, si tu veux cette émission, on va soulever le réservoir pour voir un peu ce qu'il y a dessous, et donc pour traiter des sujets qui peuvent être des sujets polémiques. Avant de commencer l'émission, c'est la première fois que je fais ça, donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as apprécié, si tu voudrais que je modifie certaines choses. Dis-moi aussi si tu as des sujets que tu voudrais que j'aborde dans les émissions prochaines, et ce sera avec plaisir que je le ferai. Cette émission, elle va être assez longue, donc tu auras des chapitres juste sous la vidéo, là, tu pourras cliquer sur le chapitre qui te convient. Assez de blabla, on va lancer l'intro, c'est parti. Première émission, on parle des motos chinoises. Alors les motos chinoises, à chaque fois que j'ai fait un essai de moto chinoise, j'ai eu des commentaires, qui me disaient: «Ben voilà, les motos chinoises, en parlant de ces motos-là, tu vas faire en sorte que le marché, va tourner vers les motos chinoises, tu vas détruire les emplois de tes petits-enfants et compagnie. Les motos chinoises sont des motos subventionnées, les motos chinoises sont pas fiables, les motos chinoises sont impossibles à revendre, les motos chinoises, on peut pas avoir de pièces». Tout ça, si tu veux, c'est pas des sujets que je néglige, parce que vos questions, elles sont légitimes, et donc je m'y propose d'y répondre avec mes connaissances. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, je vous donne juste mon avis, et puis je suis prêt à échanger avec vous dans les commentaires. Donc aujourd'hui, pour faire cette vidéo, on va avoir notre petite DRZ4 SM, qui est une moto qui m'a été prêtée par la concession Patrick Salle en attendant que j'ai ma nouvelle moto, puisqu'ils m'ont repris ma Multistrada. Et donc, j'attends la nouvelle moto. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, et en attendant, ils ont eu la gentillesse de me prêter cette moto qu'on va essayer sur la chaîne. Alors, ça tombe bien que j'ai cette moto parce qu'on va parler justement, des réactions des Européens, et ça, c'est le contre-exemple de ce qu'auraient pu faire, les Japonais. Mais ça, on en parle un peu plus tard. Les chapitres qu'on va étudier, qu'on va voir pendant cette vidéo, donc premièrement, on va essayer de voir comment on en est arrivé là, comment les Chinois ont fait pour arriver sur le marché avec tous ces trails, avec toutes ces motos. Le deuxième point qu'on va voir, c'est les forces en présence, c'est-à-dire quels sont les constructeurs chinois qui sont actuellement sur le marché français et européen. Troisièmement, on verra leurs points forts. Quatrièmement, évidemment, on verra leurs points faibles. Cinquièmement, on verra la réaction des historiques. Alors les historiques, c'est qui? C'est les constructeurs japonais, les constructeurs européens. On va voir comment chacun s'est positionné. En 6, on verra la contre-attaque des Chinois, puisque suite à la réplique des historiques, il y a eu une contre-attaque des Chinois. Et 7, on essaiera d'imaginer ce que pourrait être le futur du monde de la moto. Maintenant, c'est qu'une esquisse de ce que ça pourrait être. Je n'ai pas la prétention d'avoir une boule de cristal pour deviner. Donc j'ai pris quelques notes, tu vois, parce qu'il y a pas mal à dire. Premièrement, comment on en est arrivé là? Alors d'abord, il faut savoir que ça a commencé par les constructeurs européens qui ont décidé de sous-traiter une partie de leur production, principalement les moteurs, vers les Chinois. Mais pas que vers les Chinois, puisqu'on a par exemple KTM qui a été vers CF Moto en Chine, on a BMW qui a carrément piqué un moteur de Lonsin pour monter sur ses 800-900, on a Triumph qui a assemblé ses motos en Thaïlande, on a aussi KTM avec les monocylindres qui a fait fabriquer ces monocylindres, ces motos de 390 cm3 en Inde. Et puis Kawasaki avec la dernière 500 KLE qui fait aussi fabriquer sa moto en Thaïlande. C'est comme ça que ça a débuté, et du coup, les constructeurs chinois, ils ont acquis de l'expérience grâce aux constructeurs européens. Les constructeurs européens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Au lieu de la manip, c'était pour baisser leurs coûts, mais en aucun cas pour baisser leurs marges. Donc ils ont continué à vendre les motos avec la même marge, mais en ayant un coût plus bas. Donc ça, si tu veux, ça a deux problèmes sont venus se greffer là-dessus. C'est qu'au bout d'un moment, les clients, les consommateurs, ils sont pas bêtes. Ils se disent: «Attends, tu me vends une BMW avec un moteur Lonsin ou une KTM avec un moteur CF Moto, mais je le paye au prix de la KTM».
Et les Chinois, ils se sont dit la même chose. Donc, ils ont dit au bout d'un moment, est-ce qu'on peut avoir les moteurs sous licence? Et les Européens, ils ont dit oui. Et les Chinois, ils ne sont pas plus bêtes qu'un autre. Ils ont pris le moteur, ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, ils ont regardé comment on pouvait l'améliorer déjà. Ça, c'est le premier point quand même. Et puis, bah, ils se sont dit, on va aller sur le marché européen. Et qu'est-ce qu'on va amener sur le marché européen? Un trail bicylindre calé à 275 ou 285, comme tu veux, 800 cm3. Et ce truc-là, on va le mettre à 9000 balles et on va y mettre tous les équipements possibles. Voilà comment c'est arrivé. Et voilà comment on en est arrivé à avoir toutes ces motos chinoises qui sont arrivées sur le marché. Donc au début, effectivement, tout le monde a rigolé. On s'est dit, attends, les premières motos, il y avait des problèmes, beaucoup de problèmes de cartographie. Les motos étaient lourdes, elles étaient avec des équipements pas très haut de gamme. Donc tout le monde rigolait et personne n'a réagi. Mais par contre, les Chinois, eux, ils ont vu que ce n'était pas la bonne méthode et ils ont corrigé le tir. Voilà un peu comment on en est arrivé là. Il y a un deuxième point aussi, on a eu les constructeurs chinois qui ont une capacité de financement assez importante, bien sûr aidés aussi par les subventions du gouvernement chinois, qui ont décidé de prendre des parts de capital dans des entreprises européennes et principalement KTM, puisque KTM a vu Bajaj pour l'Inde et CF Moto arriver dans le capital et prendre maintenant, actuellement, la majorité du capital de KTM. Voilà un peu les deux façons, enfin les trois façons, on va dire, qu'ont utilisé les Chinois pour pénétrer le marché européen. Les forces en présence. Donc les forces en présence, tu vas trouver, je vais te citer les principaux constructeurs, on va trouver CF Moto, on va trouver Vosges, on va trouver COV, on va trouver QJ Motor, et au travers de rachats d'entreprises, on va trouver aussi Morbidelli qui est passé sous la coupe des Chinois. Voilà, donc ça, c'est les principaux constructeurs. Il y en a d'autres, il y en a plein qui sortent au fur et à mesure, mais je te cite les principaux qui sont diffusés en France. Chapitre 3, on va parler de leurs points forts. Premier point fort, c'est le rapport qualité-prix. Je te l'ai dit tout à l'heure, au début, on avait des motos qui étaient équipées avec des équipements bas de gamme. Si tu as regardé mes dernières vidéos, on parle de la Vosges 800 Rally, on parle de la COV 800X GT, on parle de la 1000 CF Moto 1000 MTX. Mais qu'est-ce qu'on trouve maintenant? On trouve des équipements que tu trouves sur les motos européennes et japonaises, à savoir Fourche Kayaba, frein Brembo, Central Bosch. Dessus, on va avoir aussi des moteurs issus, je te l'ai dit tout à l'heure, de la production européenne, principalement piqués sur KTM ou inspirés par KTM. Et après, on va trouver des constructeurs comme QJ Motor qui ont piqué des moteurs sur la Brutal, par exemple, la MV Agusta Brutal, ou qui font aussi leurs moteurs. Ça, c'est un point que je voudrais noter. Il y en a certains qui me disent ouais, ils sont bons qu'à copier. Bien sûr, ils ont commencé par copier, au même titre que les Japonais ont copié aussi. Mais très très vite, ils ont commencé à fabriquer leurs moteurs. CF Moto a fait un 450 bicylindres, un tricylindre aussi. QJ Motor fait des bicylindres qui sont propres à leur marque. On va avoir comme ça plein de nouvelles motorisations. Il faut savoir que CF Moto va sortir un V4 1000 cm3 avec une moto de plus de 200 chevaux qui arrivera peut-être l'année prochaine. Donc tu vois, leur point fort, c'est ça, qualité, prix imbattable, équipement. Toutes les motos sont équipées avec un quick shifter, avec un régulateur de vitesse minimum. On a les poignées chauffantes, selles chauffantes. Voilà, bulle réglable. Enfin, c'est mieux que tout ce que font les européennes actuellement pour des prix défiant toute concurrence. Deuxième point positif, là où ils sont très forts, c'est leur réactivité. Je te mets ici, si tu te souviens, quand j'ai essayé la COV 800 GT et que j'ai voulu désactiver le traction control, je me suis retrouvé avec un menu en chinois. Je te montre ici la photo. Et ça, c'était le jeudi. Retiens bien. Mon fils achète la COV X Pro, 800 X Pro, et il l'a le lundi. Le lundi, il m'appelle, il me dit, tiens, regarde, j'ai une mise à jour qui est arrivée. Et le menu, le fameux menu traction control, la photo est là, et il devient en anglais. Jeudi, mardi. Je ne dis pas que c'est moi qui ai levé le lièvre, mais sache qu'ils regardent toutes les vidéos de tout le monde, des journalistes, des youtubeurs, de tout ce qu'ils peuvent trouver, des commentaires des clients, et dès qu'il y a quelque chose à améliorer, ils le font. Ils ont des quantités extraordinaires d'ingénieurs qui bossent sur les projets. Là-bas, ils travaillent sans compter de ce point de vue-là, et ça mouline énormément pour qu'il y ait des mises à jour. Donc, ils écoutent les clients, première chose. Deuxièmement, ils font des mises à jour, ce qu'on appelle OTA, c'est-à-dire en ligne.
Ça passe par ton téléphone, par l'application du constructeur, et ça arrive sur ton écran moto, et tu fais ta mise à jour comme ça. C'est comme ça qu'il y a eu des mises à jour de cartographie, il y a eu des mises à jour de défauts mineurs qu'il pouvait y avoir sur les motos. Ils réagissent. Et ça, c'est leur plus gros point fort. Ce que ne savent pas faire pour l'instant les Japonais et les Européens. Je vous donne un exemple, vous prenez la Suzuki 800 SE que j'avais, pas de régulateur de vitesse, un éclairage qui est à la limite du danger. Il n'y a aucune réaction de Suzuki sur la moto. Alors que les phares, ok, il faut revoir le design, mais le régulateur de vitesse, tu prends une poignée de 10-50 DE et tu la mets dessus, et avec l'électronique, c'est vite fait. Mais ils n'ont pas réagi. Troisièmement, les équipements installés, je te l'ai dit, on a maintenant les mêmes équipements que sur les européennes. Ça va jusqu'aux pneus. Tu prends entre la 800 MTX et la 1000 NTX, on est parti de pneus CST à des pneus Pirelli Scorpion STR Rally. Voilà, donc on a les mêmes équipements. Tu prends la 1000 MTX, tu as les mêmes équipements que la DZRX, pas pour le même prix. Ensuite, ils ont tapé sur les garanties. Ça a été parmi les premiers à augmenter les garanties. On a des garanties de 5 ans maintenant sur les motos. Alors, ça peut être du 2+3, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, il n'y a que le moteur qui est concerné. Mais enfin, quand tu as des suspensions Kayaba, des freins Brembo et puis des roues tubeless standard, après, tu as le moteur qui peut être différent. Le moteur, lui, il est garanti 5 ans, puisque c'est toutes les pièces qui baignent dans l'huile. Ça, c'est pour CF Moto. Donc, tu vois que les garanties, elles ont augmenté. Autre point où ils ont leur point fort, c'est qu'ils ont un on peut ne pas le savoir, mais ils ont, par exemple, CF Moto a 7000 concessions dans le monde. Donc quand tu me dis: «Oui, il y a pas de concession», on verra tout à l'heure comment ils ont réussi à s'implanter, mais ils ont quand même déjà 7000 concessions dans le monde. Tu te balades avec ta moto, n'importe où, bah, tu vas trouver des concessions CF Moto. Donc ça, c'est un point fort. Voilà en gros, leur point fort, tu vois? C'est déjà pas mal. Maintenant, on va parler du point faible, parce qu'il y a quand même des points faibles. Pour l'instant, on a un réseau qui n'est pas très développé. Je t'en parlerai après. Ça, c'était les points faibles qu'on avait, on va dire, jusqu'à début d'année. On a un réseau qui n'est pas très développé. Ils n'ont pas de concession propre CF Moto. On passe par un distributeur qui est GD France, par exemple, pour CF Moto. Et il y en a d'autres pour les autres marques. Mais ce réseau, et pour l'instant, il n'est pas encore, on n'a pas une concession comme Honda ou Yamaha que tu vas trouver à 20 km de chez toi. Non, pour l'instant, c'est pas encore ça, mais ça commence à arriver. Les révisions ont des espacements qui peuvent être très courts. Si on prend COV, on est à 5000 km. Bon, ça, c'est pas acceptable, je le comprends. Encore que, si tu regardes la moyenne kilométrique des motards en France, celui qui fait plus de 6000 km, ben, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui roulent toute l'année, il n'y en a pas beaucoup. Moi, perso, j'en fais 12 000. Donc moi, pour moi, c'est un problème. Si je dois amener la moto 2 fois à vidanger, ça ne m'intéresse pas. Et ça, je peux comprendre que ça te gêne de ramener ta moto à vidanger. Par contre, pour un motard qui fait en un an 5000 km, ben voilà, il n'y aura qu'une fois, ça ne changera rien puisque c'est un an ou 15 000 sur la CF Moto, mais si tu n'as pas fait 15 000, c'est un an. Mais voilà, ils ont quand même des intervalles de révision qui sont un peu serrés. Troisième point, et ça c'est toujours d'actualité, les cartographies ne sont pas toujours hyper fines. Tu prends une Suzuki, tu prends une 800 DE, c'est nickel. Au niveau de la poignée, il n'y a vraiment pas d'à-coups, tout est propre. Tu prends une Ducati, c'est pareil. Tu prends toutes les motos, une Yamaha, ce que tu veux, on a des poignées qui sont super propres et on n'a pas d'à-coups. C'est des poignées électroniques qui fonctionnent bien parce qu'on a des cartographies moteurs aussi qui sont bien finies. Et de ce point de vue-là, les Chinois, ils sont un cran en dessous encore des Européens et des Japonais. Je t'en ai parlé sur la 1000 MTX, c'est vraiment du détail. Mais tu vas sentir qu'à des moments, tu peux avoir un petit à-coup, tu vas sentir que le traction control va être plus intrusif. Ça, c'est générique sur les motos chinoises. Alors, en soi, c'est pas vraiment un problème parce que tu vas me dire, on peut le débrancher. Mais enfin, si tu as un traction control, c'est fait pour l'utiliser. Si tu peux pas l'utiliser proprement, ça veut dire que ça reste quand même embêtant. Donc, c'est du détail. Ça sera mis à jour, j'ai aucun doute là-dessus. On en a parlé tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est un point en dessous des motos européennes et japonaises. Quatrième point, ils ont une réputation à construire. Ben oui, parce que tu me le dis souvent dans les commentaires, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on en reparlera de ta moto chinoise dans 10 ans? Comment ça va tourner, la fiabilité, machin? Ok. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de recul maintenant, je te l'ai dit, on a des moteurs européens quand même qui sont montés dessus sur pas mal de machines.
mais ils ont une réputation qui reste à construire. Cinquième et dernier point, tu m'en parles aussi, la revente. La revente reste un frein à l'achat. C'est vrai que tu peux te poser la question, en achetant une moto chinoise, une moto qui n'est pas connue, qui dans le monde des motards n'est pas connue non plus, tu n'en vois pas à tous les coins de rue, ça c'était valable l'année dernière, tu peux te dire, ouais, mais est-ce que je vais la revendre? Est-ce que je vais arriver à la vendre ou alors est-ce que je vais devoir la brader à moitié prix, comme on a pu le voir sur les premières motos chinoises? Donc ça, on parlera de la revente, mais c'est vrai que dans l'esprit des motards, ça peut être un souci. Chapitre 5, on va parler de la réaction des historiques. Parce que en fait, euh, les historiques, les Japonais ont réagi différemment, les Européens, c'est moyen, mais on va en parler. On va faire le détail. Donc, qu'est-ce que j'appelle les historiques? C'est d'un côté les constructeurs japonais, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, et d'un autre côté, les constructeurs européens, je prends les plus gros, d'accord? On va avoir Ducati, KTM, BMW, on pourrait rajouter le groupe Piaggio aussi avec Aprilia et tout, mais c'est un peu différent, c'est des marchés de niche, c'est un peu différent. Si je me mets du côté des marques premium, on ne peut pas dire qu'il y a eu une réaction. Pourquoi? Parce que les marques premium ont un marché quasiment captif. Celui qui achète une Multistrada, c'est pas parce qu'il a une 1000 MTX à côté qu'il va faire peut-être une partie du taf qu'il aurait besoin, qui va équivaler sur la 1000 MTX, même si elle est 2 fois moins chère que sa Multistrada. J'en suis un bon exemple. Donc si tu veux, ces gens-là, enfin Ducati, BMW, je dirais qu'à la limite, la concurrence chinoise, ça les embête pas trop, parce que dans tous les cas de figure, le mec qui veut acheter une Ducati, c'est pas pour acheter une chinoise. Donc il restera chez Ducati, il restera chez BM. Il n'y a qu'à regarder combien les 1300 GS se vendent, et les Multistrada et les Panigale. C'est vraiment un marché différent, donc eux, on va dire qu'ils n'ont pas trop bougé. KTM, ils ont eu un énorme problème, on a eu des arrêts de production, ils ont commencé à réagir. Je ne pense pas qu'ils aient pris la pleine mesure encore, puisqu'on a encore des motos qui sont hors de prix. Si on prend une 990 Duke à plus de 15 000 euros avec encore 1000 balles à rajouter pour avoir le Tech Pack, ils ne sont pas dans le game. De ce point de vue-là, il y a des soucis. Par contre, si on regarde la gamme monocylindre, 390 Adventuraire, on doit être à 6500 ou 7000 balles. Dans cette gamme-là, ils sont concurrentiels. Donc ça, c'est pour les premiums. Maintenant, si on regarde les autres, Suzuki a réagi en début d'année. Je t'avais fait l'essai de la Suzuki 8TT et je t'avais dit, cette moto, elle est top, mais elle est 1000 balles de trop. Tout le monde le dit, Suzuki ne voulait pas bouger, et puis au bout d'un moment, ils ont bien été obligés de bouger. Et ils ont bougé fort, ils ont enlevé 1500 euros, puisque maintenant la Suzuki 8TT est à 9999, si je ne dis pas de bêtises. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, tu vois qu'ils ont baissé le prix de la moto, sauf que le mal est fait. Et le mal, il est double, parce que ceux qui ont payé leur moto plein pot 1500 balles, à la revente, toi qui me parlais de revente, là, lui, il va perdre déjà 1500 balles à peine sorti la moto du garage. Donc, mais ils ont quand même réagi. Donc, ils ont réagi là-dessus. Et dernièrement, ils ont réagi en mettant des garanties de 10 ans sur toute la gamme Suzuki. Et je crois avec un effet rétroactif au 1er janvier, mais ça, il faudra le vérifier. Donc, grosse réaction de Suzuki sur la plupart de ces modèles, sauf ça. Parce que ça vaut 9000 balles. 9000 balles, je te rappelle, c'est le prix d'une CF Moto 800 MTX de 95 chevaux. Et là, tu as 38 chevaux. On parlera de cette moto, je te ferai une vidéo dessus parce que c'est dommage que Suzuki les massacré au niveau du prix parce que c'est une moto qui est fun, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà pour Suzuki. Kawasaki, eux, ils étaient un peu moins impactés. Tu prends une Z900 à 9900 euros, ils sont dans le marché. On va dire que dans les prix, et ça dépend des modèles bien sûr, mais ils sont pas trop largués. Et si tu regardes la 500 KLE version de base, on est à 6500 euros, on est à 500 euros d'une CF Moto 450 MT. Ok, c'est pas la même chose, mais on peut commencer à se dire, à la limite, voilà, je peux prendre une Kawasaki si jamais j'ai envie d'avoir une sécurité éventuellement au niveau de la fiabilité, parce que je ne crois pas aux motos chinoises. Bon, ça peut être une solution. Donc on voit que Kawasaki a réagi. Honda a réagi aussi. On l'a vu avec la sortie de la CB1000 à un prix quand même canon. Donc on voit qu'il y a des motos chez Honda qui sortent à des prix plus bas, peut-être avec une finition moindre, mais en attendant, ils ont fait l'effort de descendre un peu les prix pour justement se retrouver à des niveaux qui sont intéressants, sachant que tu achètes Honda et que dans la tête des
des motards Honda égale fiabilité, voilà. Donc si tu veux, ils ont quand même réagi et enfin, on a le dernier qui s'appelle Yamaha. Yamaha qui a des motos avec des prix qui sont peut-être un peu plus élevés que la moyenne par rapport à la moto. Je prends l'exemple de la Yamaha, World Raid Ténéré 700 qui pour moi est une super moto. J'adore cette moto et si tu veux, on parle, hein, du renouvellement de la mienne. Pour moi, ça fait partie des motos que potentiellement je pourrais acheter. Tu vas me dire, ça casse un peu tout ce que tu as dit avant. Elle vaut 13 000 balles, elle a 70 chevaux, elle a pas beaucoup d'équipement. OK, mais cette moto est faite en France. Cette moto est assemblée en France et Yamaha France a beaucoup d'impact sur Yamaha Japon pour faire évoluer les modèles. On parle de la Tracer 7 dont j'ai fait l'essai sur la chaîne, va voir. C'est des motos qui sont sympas, à des prix qui sont malgré tout, même si c'est un peu élevé, ça peut te paraître un peu élevé pour une moto de 70 chevaux, bah, c'est une moto qui est faite en France et là, ton raisonnement il tient. Là, effectivement, tu peux te dire, j'achète cette moto, je la paye plus cher, je suis patriote et je vais faire travailler des Français. Et donc, si tu fais travailler des Français, bah, bien sûr que la main-d'œuvre est plus chère. Donc, le prix de la moto est plus cher. C'est la seule marque, si tu veux, pour laquelle bah, je respecte le fait qu'elle soit plus chère parce qu'ils ont fait l'effort de l'assembler en France. Voilà un peu pour parler de la réaction des historiques. J'ai été un peu long, mais je pense que c'était important. Et maintenant, on va voir la contre-attaque chinoise, l'Empire contre-attaque. Et oui, on se croirait sur Star Wars. Donc là, ça s'est fait de façon, la première façon, bah, c'est les prix. Quand les Chinois ils sont attaqués, ils cassent les prix. On a vu la 450 MT est descendu de 500 € dès que la KLE 500 est sortie pour dire ok, là on n'est pas au même prix et on propose un peu plus. Donc voilà. Donc ils savent réagir à ce niveau-là. Ensuite, ils ont réagi un peu différemment. Au niveau, je t'ai parlé de l'implantation. On a vu que tout à l'heure, le réseau était faiblement développé, si tu veux, mais ça, c'était avant. Maintenant, ils s'implantent dans des concessions multimarques. Et ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact à plusieurs niveaux. Premièrement, tu vas te retrouver avec des concessions, je prends un Métis Moto, qui m'ont prêté la 1000 MTX, qui eux ont Suzuki et quand tu as CF Moto, tu as Zontes. Ils vont proposer en fait ces 3 gammes de motos. Mais il y en a certains, ça va être 5-6. Tu vas pouvoir trouver du Ducati, tu vas pouvoir trouver du KTM, tu vas pouvoir trouver tout un tas de trucs. Tu vas me dire, ils se tirent une balle dans le pied. Non, ils développent leur marché et ça leur permet d'avoir un plus gros volume de vente. Et pour toi, consommateur, c'est un autre avantage. Ça veut dire que quand tu vas ramener ta moto pour te la faire reprendre, tu ne peux pas avoir l'argument qui te dit: «Ah ouais, mais attends gars, tu as une moto chinoise, moi je te la reprends moitié prix». Non, parce que si le mec il te dit ça, ça veut dire que lui il vend des motos chinoises, donc il vend de la merde. C'est pas possible, il peut pas te tenir ce discours. Donc il sera obligé, tu pourras aller sur une Suzuki, toi ça te laisse plus de liberté. Ces concessions multimarques, elles se développent de plus en plus. Et moi, je trouve que c'est un bien parce que ça te permet comme ça bah, de rester dans la concession, ça fidélise aussi la clientèle et d'avoir des choix multiples et pour toi sans risque. À partir du moment où tu te fais reprendre ta moto. Maintenant, si tu ne te fais pas reprendre ta moto, prends l'exemple de la 450 MT, c'est une moto qui s'arrache sur le marché et même en occasion. Donc tu n'auras pas de mal à les vendre. Je ne parle pas de la 1000 MTX, mais vu l'engouement qu'il y a, j'ai été voir les concessionnaires, il y a des commandes, on est sur plus d'un mois d'attente maintenant pour une 1000 MTX en blanc et jusqu'à, je crois, août pour l'avoir en vert. Donc tu vois, la demande, elle est énorme. S'il y a une demande énorme, derrière, il y aura un marché de l'occasion. Et troisième point, quand tu achètes une moto à 10 000 €, bah, tu vas perdre peut-être 3 000 €. Mais moi, je peux te dire, sur ma Multistrada, je l'ai payé 18 000 € et j'ai perdu largement plus de 3 000 € au bout d'un an. Donc, quelque part, la perte, tu l'as quand même sur le marché de l'occasion. Et comme tu achètes une moto moins chère, en pourcentage, tu auras une perte, même si le pourcentage de perte est plus important, ça te fera un montant plus petit. Donc, quelque part, tu t'y retrouves aussi. Troisième point, ils ont travaillé sur l'image de marque. Donc si tu regardes CF Moto, alors tu vas me dire, je te parle beaucoup de CF Moto, bah, parce que c'est le plus gros en fait pour moi des constructeurs chinois actuellement sur le marché. C'est celui dont on parle le plus et on y vient, puisque CF Moto, ils sont en Moto 2, ils sont en Moto 3 au travers de l'équipe CF Moto Aspar, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des idées, il y a des bruits qui courent, comme quoi ils seraient en MotoGP aussi, peut-être à la place de Tech 3, enfin dans les box de Tech 3.
Ils vont sortir une nouvelle V4 1000 cm3. Ok, je sais ce que tu vas me dire, l'année prochaine on est en 800, mais t'inquiète, ils sauront s'adapter. Mais voilà, ils veulent pénétrer le marché, le MotoGP, parce qu'ils veulent se créer une image. De même que COV. COV, l'année dernière, 2025, Dakar 2025, 11 COV officiels inscrits au Paris-Dakar. Il y avait 11 Honda. Donc tu vois que l'effort, il est fait pour développer l'image de marque de la moto et faire en sorte de rassurer les gens. Tu vois dans les campagnes de pub, l'essai de la 1000 MTX, ils ont mis 100 000 km à la moto pour essayer de la fiabiliser au maximum et d'éviter d'avoir des problèmes quand elle arrive dans les concessions. Dernier point enfin, la création de dépôts en France. Il y a actuellement des dépôts qui sont créés pour avoir un maximum de pièces détachées dans les locaux en France, de façon à répondre à la demande le plus rapidement possible, pour que tu puisses avoir tes pièces si jamais tu en as besoin. Donc tu vois que la réaction, elle est claire et nette, et dans tous les cas de figure, c'est leur force. Ils savent réagir parce qu'ils ont les moyens et ils ont le personnel. Voilà, j'ai peigné un peu tout le marché, tous les points forts, points faibles, la façon dont ils ont réagi, la façon dont ont réagi les Européens. Maintenant, il est temps de parler du futur. Je te l'ai dit, j'ai pas de boule de cristal. Maintenant, je regarde ce qui se passe sur le marché automobile. On a eu la même chose, des gens qui étaient réticents à acheter des voitures chinoises et qui, au fil du temps, ça devient la norme. Comment sont devenues la norme? Toutes les voitures coréennes qui sont arrivées sur le marché, il n'y a plus grand-chose en fait, tu t'aperçois, il n'y a pas grand-chose qui est fait en Europe. La nouvelle Clio est faite en Turquie. Tu vois, ça arrive de partout et donc le marché il devient international et puis du coup les gens ils achètent et puis ils sont moins regardants sur le fait que tu achètes une moto chinoise, une voiture chinoise, pardon. Tu as aussi le fait qu'en automobile, on a de la LOA, donc les gens se disent, moi je m'en fous, je la loue 4 ans ou 2 ans et puis je la rends et puis si jamais ça marche pas, voilà. C'est un peu la tendance actuelle. En moto, c'est un peu moins le cas sur les petites, enfin sur les marques japonaises, mais c'est le cas par contre chez Ducati, chez BMW, où il y a beaucoup, beaucoup de leasing. Donc moi, je pense que les motos chinoises, elles commencent à arriver en grosse cylindrée, puisqu'on a une 1000 cm3 de plus de 100 chevaux qui arrive avec la CF Moto 1000 MTX. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a d'autres motos qui vont arriver. On parle de V2, on parle de V4 chez QJ Motor. Donc au final, on peut dire ce qu'on veut, ça va arriver sur le marché et vu l'état économique actuel, les gens ils vont être plus regardants sur le prix et un peu moins sur l'origine des produits. Bon, c'est le cas de toute façon dans la vie de tous les jours. Quand tu achètes un jean, si tu as le choix, tu vas prendre le moins cher. Et le moins cher, il vient d'où? Il vient de Chine, ou il vient d'Asie, ou il vient du Vietnam, ou il vient de... Voilà. Donc tu as compris que pour moi, le développement des motos chinoises, il va continuer. On va aller vers les roadsters, on va aller vers les GT. Je suis sûr que tu auras des GT d'ici 2 ans. Tu auras une GT qui sortira aussi avec un moteur plus gros. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je suis pas là pour en juger. Moi, je suis juste là pour dire que voilà, c'est à partir du moment où tu as une contrainte économique, et c'est soit tu te dis je fais l'effort d'acheter japonais, mais ça ne changera rien à l'emploi de tes petits-enfants, hein. Je te le rappelle quand même que les motos sont faites au Japon et pas en France. Voilà, donc au final, ça ne va pas changer grand-chose et ce qui me fait dire que le développement, il va se poursuivre et à mon avis, on aura de plus en plus de motos chinoises et peut-être que ça fera réagir encore un peu plus les motos japonaises et qu'on aura des prix concurrentiels et là, on aura un vrai choix. Voilà ce que je pouvais te dire un peu sur ce chapitre des motos chinoises qui est passionnant. Lâche-toi dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. On peut ne pas être d'accord et ça, c'est tout à fait normal, mais n'hésite pas à me mettre tes commentaires. Sur ce, je te dis à bientôt sur la chaîne. On fera l'essai de la DRZ. Je te ferai l'essai dans plusieurs conditions. On roulera de nuit puisque je l'ai un moment. On roulera pour aller au taf, je l'amènerai. On roulera sur la 4 voies, on verra ce que ça donne. Et puis après, on parlera du prix délirant de cette moto, mais c'est bien dommage. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!